Et si rénover un bâtiment ancien en France était bien plus qu'une simple question de briquet de mortier? Si c'était en fait une formidable opportunité fiscale? L'idée, c'est de redonner vie à notre patrimoine tout en allégeant ses impôts. Allez, on regarde ça de plus près. Imaginez un peu le tableau. Transformer une vieille bâtisse pleine de charme en un logement moderne et confortable, tout en voyant sa feuille d'impôt fondre comme neige au soleil. Plutôt sympa, non? Eh bien, c'est précisément ce que permettent plusieurs dispositifs en France. Parce que derrière l'avantage fiscal pour l'investisseur, il y a un véritable projet de société. L'idée, c'est de sauvegarder notre magnifique patrimoine architectural et de ramener de la vie dans nos centres-villes. Bref, c'est une stratégie où tout le monde est gagnant, l'État, les villes et bien sûr les investisseurs. Alors, voilà le programme. On va d'abord poser les bases, puis on fera une distinction super importante entre réduction et déduction d'impôts. Ensuite, on passera au crible 4 dispositifs phares, on verra comment choisir le bon, et on terminera avec les points auxquels il faut vraiment faire attention. C'est parti. Alors, premier point, le principe est vraiment tout simple. On s'engage à rénover un bien immobilier ancien et en retour, l'État nous récompense avec un avantage fiscal. C'est une stratégie hyper puissante qui combine l'investissement dans la pierre, un placement sûr, et l'optimisation de sa fiscalité. Bon, maintenant, un point technique, mais absolument crucial, la différence entre une réduction et une déduction. Ça peut sembler être du jargon, mais croyez-moi, ça n'a rien à voir et l'impact sur le portefeuille est radicalement différent. La réduction d'impôt, c'est facile à comprendre. Imaginez, l'administration fiscale calcule ce que l'on doit, disons 10 000 euros. Eh bien, la réduction vient s'appliquer directement sur cette somme. Si on a une réduction de 4 000 euros, hop, on ne paye plus que 6 000. C'est direct, net, sans bavure. La réduction, donc, c'est une économie fixe pour tout le monde. La déduction, c'est une autre histoire. C'est beaucoup plus puissant. Elle ne touche pas à l'impôt final, mais au revenu imposable, tout en amont. Et là où ça devient génial, c'est que plus son taux d'imposition est élevé, plus l'économie est importante. C'est un levier de dingue, surtout pour les hauts revenus. Ok, maintenant que les bases sont claires, on ouvre la fameuse boîte à outils. On va décortiquer ensemble 4 dispositifs phares. Chacun a ses propres règles du jeu, ses cibles et bien sûr ses avantages. On commence avec un poids lourd, la loi Malraux. Là, on parle de la restauration complète de beaux immeubles dans des centres historiques protégés. Son atout majeur, son super pouvoir si on veut, c'est que cette réduction d'impôt n'est pas concernée par le fameux plafonnement des niches fiscales. Et ça change tout. 30%, c'est la réduction d'impôt maximale sur le montant des travaux. Et comme les travaux sont plafonnés à 400 000 euros sur 4 ans, faites le calcul, ça peut représenter jusqu'à 120 000 euros d'économie d'impôt. C'est tout simplement énorme. On passe maintenant aux monuments historiques. Alors là, attention, on change carrément de dimension. On parle de déduction de 100% de toutes les charges et de tous les travaux, sans aucun plafond. C'est vraiment l'outil ultime pour les très hauts patrimoines qui veulent s'investir sur le long terme dans la sauvegarde de biens d'exception. Le troisième outil est plus subtil, c'est le déficit foncier. C'est très malin. Si les charges de rénovation d'un bien locatif dépassent les loyers qu'il génère, ce déficit vient d'abord gommer les autres revenus locatifs et peut même réduire le revenu global. C'est l'outil parfait pour les investisseurs qui sont déjà propriétaires bailleurs. Le chiffre clé à retenir ici, c'est 10 700 euros. C'est le montant maximum du déficit, hors intérêt d'emprunt, que l'on peut déduire de son revenu global chaque année. Et cerise sur le gâteau, ce mécanisme échappe lui aussi au plafonnement des niches fiscales. Et enfin, le dénormandie. On l'appelle souvent le Pinel dans l'ancien, et c'est une bonne image. C'est une réduction d'impôt pour l'achat et la rénovation dans certaines villes qui ont besoin d'un coup de pouce. Il est plus accessible, mais attention, celui-là il est bien soumis au plafonnement des niches fiscales. Bon, on a vu 4 super outils. Mais du coup, comment on s'y retrouve? Lequel choisir? Eh bien, tout dépend du profil, du niveau de revenu, du montant des impôts et bien sûr des objectifs patrimoniaux. Pour résumer, de façon très simple, pour une grosse réduction d'impôts rapide quand on a de hauts revenus, c'est Malraux. Pour une optimisation fiscale surpuissante et sur le très long terme, les monuments historiques sont imbattables. Pour un propriétaire qui a déjà des revenus locatifs, le déficit foncier est un outil chirurgical. Et enfin, pour un investissement plus accessible, le Denormandie est une excellente porte d'entrée. Ok, mais attention, ces dispositifs sont puissants, mais ils ne sont pas magiques. Ils exigent de la rigueur, il y a des règles du jeu très précises et des pièges à éviter. C'est un point absolument crucial. La règle d'or à connaître, c'est le fameux plafonnement global des niches fiscales. En gros, l'État dit, les cadeaux fiscaux, c'est oui, mais il y a une limite au total que l'on peut cumuler chaque année. Si on dépasse ce seuil, on perd tout simplement le bénéfice de l'avantage. Et cette limite, elle est fixée à 10 000 euros par an. Le Denormandie, par exemple, est en plein dedans. Et c'est justement ce qui rend les dispositifs hors plafond, comme Malraux, Monument historique ou le déficit foncier, si incroyablement attractifs pour les contribuables les plus imposés.
Donc, vous l'avez compris, le plus important, c'est de bien calculer son coût. Il faut analyser comment le dispositif qu'on choisit va interagir avec ce plafond, mais aussi avec d'autres avantages fiscaux qu'on peut avoir par ailleurs. Une bonne planification, c'est la clé pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Cette citation résume parfaitement l'état d'esprit à avoir. L'avantage fiscal, c'est le moteur, c'est ce qui aide à démarrer. Mais l'essentiel, ça reste la qualité de l'investissement lui-même. L'emplacement, la pertinence de la rénovation, la valeur du bien sur le long terme. On ne fait pas un coût fiscal, on construit son patrimoine. Alors, pour finir, je vous laisse avec une question. Au-delà des chiffres, des pourcentages, de la fiscalité, quel est le facteur le plus important à vérifier avant de se lancer ? La qualité de l'opérateur qui va mener les travaux, le potentiel locatif du quartier ou la valeur intrinsèque, la beauté du bâtiment ? La réponse, c'est elle qui détermine le succès de tout le projet. Merci d'avoir été à l'écoute.